Je rapporte les dernières délibérations, la 24 qui est une création de ratio d'avancement sur un nouveau cadre d'emploi des PR territoriales, puisqu'effectivement il y a désormais deux niveaux de grade. Donc on a fixé un ratio de 25% d'accès, de 30% d'accès pour le deuxième et de 25% d'accès pour le troisième. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 3 abstentions adoptées. La 25 qui est recrutement d'un attaché territorial non titulaire. Alors c'est pas véritablement un recrutement puisqu'il s'agit d'un agent qui est déjà dans nos cadres d'emploi, mais qui doit, puisqu'elle n'est pas fonctionnaire et comme le permet la loi, être sur un poste ou de contractuel ou un contrat à durée indéterminée. Elle est sur le poste de graphiste concernant tous nos documents graphiques, que ce soit le peignoir ou les affiches. C'est quelqu'un qui a toujours donné satisfaction, donc je vous propose de signer, que je signe, disons, un contrat de 3 ans tel qu'il est prévu par l'article de la loi de janvier 84. Questions, remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. La 26, qui est la dénomination de l'école primaire des Cadeneaux, école Alfred Bender. Monsieur Bender, qui dans les années 60-70 a été directeur de l'école, à l'époque c'était l'école de garçons des Cadeneaux, et qui fut maire, après avoir été premier adjoint suite à la démission de M. Schumer pour raison de santé, de 73 à 77. Comme la plupart des anciens maires de la commune, il n'était pas encore honoré. Bon, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait. C'est ce que je vous propose pour sa mémoire et à la demande de sa famille. Questions, remarques? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc on fera une petite cérémonie comme on a l'habitude de le faire. Nous ouvrons le débat d'orientation budgétaire qui, comme vous savez, est obligatoire avant le vote du budget. Je rappelle qu'il n'ouvre pas à vote et je donne la parole pour le présenter à l'adjoint aux finances, M. Vega. Oui. Donc je vais essayer de vous faire une synthèse de ce rapport. J'espère que vous avez lu avec beaucoup d'attention. Donc, le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis fait un point sur le contexte économique international et national avec un éclairage sur la situation des finances publiques. Vous avez pu voir que l'élaboration du budget primitif 2015 s'inscrit dans un contexte très contraint pour les finances locales. L'effort sans précédent demandé aux collectivités et au redressement des comptes publics va inévitablement influer sur leur marge de manœuvre pour poursuivre leur effort d'investissement et maintenir le niveau des services publics. Le plan d'économie de 50 milliards d'euros sur la période 2015-2017 se traduit pour les collectivités locales par une baisse programmée des dotations de l'État qui s'élève à 11 milliards d'euros sur 3 ans. Ajoutez à ces mesures la montée en charge du dispositif de péréquation mis en place pour réduire les inégalités de richesse entre les collectivités et atténuer la baisse de la DGF pour les collectivités les plus pauvres, la ponction sur les ressources locales est difficilement soutenable. Une étude de l'AMF et de la Banque Postale sur les conséquences de la baisse des dotations jusqu'en 2017 révèle que l'investissement local pourrait chuter de 30% à l'horizon 2017 si l'effet de ciseaux, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses plus rapide que les recettes, reste le même. Rappelons que les dépenses d'investissement des collectivités représentent 70% de l'investissement public. Elles participent donc activement à soutenir la croissance du pays. Dans ce rapport, vous disposez également d'un point sur les grandes tendances du compte administratif 2014 qui donnera lieu, lors du vote de celui-ci en juin, à une analyse par poste budgétaire détaillée. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les tensions financières commencent à se matérialiser sur la section de fonctionnement. Nous avons dû absorber sur le poste de charge de personnel, comme toutes les collectivités, les mesures nationales de revalorisation des catégories C et B, ainsi que la hausse du taux de cotisation de retraite.
À cela, ajoutez que nos recettes ont également subi une baisse de près de 290 000 euros, avec une DGF en baisse de 227 000 euros, et une ponction supplémentaire sur nos recettes fiscales de 61 000 euros, liée au dispositif de péréquation mis en place par l'État en 2013. Pour 2015, la commune va devoir faire face à une baisse de ses ressources de l'ordre de 1,2 million d'euros et va mettre en place un plan d'action pour réaliser des économies budgétaires. Pour conclure, en dépit de ce contexte d'austérité budgétaire préoccupant, la commune entend poursuivre son effort d'équipement pour continuer de rénover et développer les équipements publics nécessaires au maintien et à l'amélioration du cadre de vie pour les Pénois. Vous disposez des principales orientations budgétaires pour 2015 dans ce rapport afin de pouvoir en débattre. Je vous remercie. Merci. Donc on procède selon la forme accoutumée. Je vous donne la parole, vous posez les questions que vous voulez, Fabrice répond et je conclue. La parole est à qui la souhaite. Oui, Monsieur Sanchez. Oui, monsieur le maire, donc, comme nous l'avons signalé l'année dernière, nous avons toujours une ville très endettée, donc 400 fois plus que le plan de Cuques, et un budget de fonctionnement beaucoup trop important. Et cela dans un contexte de chômage en hausse continue, de crise économique avec une dette publique de plus de 2000 milliards d'euros, qui augmentera tant que les gouvernements UMPS continueront à se soumettre aux lois absurdes de l'Union européenne, notamment le traité de Lisbonne et l'absence totale de frontières, cause directe de la politique d'austérité appliquée aux Français, avec pour les communes une baisse des dotations de l'État, on l'a vu, les 50 milliards d'euros, et des amendes faramineuses pour les logements sociaux, avec l'absurde loi SRU, qui coûte aux Pénois 500 000 euros par an. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'attarder sur l'Union européenne, j'ai déjà fait. Donc malheureusement, la situation ne changera jamais et s'aggravera tant que l'UMPS dirigera le pays. Au niveau local, au Pays de Mirabeau, nous pouvons agir quand même pour assainir notre budget et faire payer moins d'impôts aux Pénois. Alors en effet, malgré une stagnation en hausse légère les 3 dernières années, les impôts locaux ont bien augmenté quand même, de 12,5% depuis 2009. Bon, moi personnellement, je paye 1100 euros d'impôts pour 2014, en 2009 si je regarde, voilà, j'étais à 988 euros. Alors c'est vrai que les 3 dernières années c'est à peu près stable, mais ça augmente quand même. Donc nous proposons, après bon, c'est sûr qu'on n'est pas en majorité, mais nous proposons aux Pénois une baisse d'impôt de 10% dès l'année prochaine, sans hausse les années suivantes. Pour ce faire, nous proposons de réduire nos coûts de fonctionnement. Comment? En faisant des économies. Donc on peut proposer une baisse de 10% des indemnités des élus dès l'année prochaine. Donc ne plus renouveler les départs en retraite des employés municipaux, parce que 700, c'est beaucoup trop. Avec pour objectif une réorganisation et une baisse du personnel titulaire de 10% sur 5 ans, par exemple. On pourrait aussi faire une baisse de 10% des subventions, sauf aux associations sportives, aux personnes âgées et aux handicapés. On peut supprimer les subventions aux associations immigrationnistes, par exemple, comme Image Santé, qui aide les clandestins, ou Adapt 13, qui amène les Roms à la plage ou au cinéma. On peut écarter les projets trop coûteux, pour ne pas augmenter la dette. Et aussi éviter le clientélisme dans les associations et les logements sociaux. Voilà, il y a plein de pistes pour réduire le fonctionnement. Alors, merci. On répondra à la fin. Oui, M. Marot. Monsieur le maire, monsieur le vice-président de la communauté du Pays d'Aix, monsieur le président du conseil d'administration du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, monsieur le sénateur et monsieur le candidat aux élections, monsieur le candidat, pardon, excusez-moi, les suppléants aux élections départementales. Ah ouais, c'est dur, c'est surtout le souffle qu'on n'arrive pas à retenir jusqu'à la fin, il y en a tellement que... Effectivement. Concernant ce débat ce débat d'orientation budgétaire, nous, il y a quelques chiffres qui nous tendent un petit peu.
Premièrement, toujours sur le budget de fonctionnement qui est drastiquement fort au Pen Mirabeau. Et on voit que, comme chaque année, il n'arrête pas d'augmenter, puisque notre budget de fonctionnement devrait augmenter de 3,9% cette année, quand en moyenne, le budget de fonctionnement des municipalités va augmenter de 2,9%. Donc on est encore un point au-dessus, comme chaque année, en termes d'évolution du budget de fonctionnement. Si avec ça, bon, ça irait. Sauf que le problème, c'est que le budget d'investissement, lui, n'arrête pas de diminuer par rapport à la moyenne. Il augmente de 6% sur la commune, quand en moyenne, il augmente de 7,9%, c'est quasiment 8%. Ce qui veut dire qu'on a un point de plus en termes de budget de fonctionnement, encore une fois, quand on a 2 points de moins par rapport à la moyenne nationale sur l'évolution du budget d'investissement. Alors après, on peut taper sur l'État, on peut taper sur l'Union européenne pour la baisse des dotations. Moi, je note un chiffre. Quand depuis les années 2000, on supprime quasiment, si je ne me trompe pas, 500 000 emplois au niveau national en termes de fonctionnaires, on en supprime 150 000, on a créé sur la même période 500 000 emplois sur les collectivités locales. Alors comment peut-on m'expliquer que le travail effectué par 150 000 personnes doit être remplacé par 500 000 personnes au niveau local? Je veux bien qu'on nous explique que les dotations de l'État sont là pour remplacer des transferts de compétences. Mais bon, quand on transfère une compétence, on n'a pas besoin de 500 000 s'il y avait 150 000 personnes qui travaillaient là-dessus. Donc on peut taper sur l'État, on peut taper sur l'Union européenne, mais quand on voit encore des communes comme celle des Pen Mirabeau, où le budget de fonctionnement augmente bien plus que la moyenne nationale et que le budget d'investissement augmente beaucoup moins que la moyenne nationale, je pense qu'il y a des questions à se poser. Alors après, sur comment réduire les coûts, il y a plusieurs propositions. Nous, pendant la campagne, on avait fait la proposition de faire vérifier un petit peu les comptes par un organisme indépendant. C'est ce qu'on fera si on a la possibilité de le faire dans les années à venir, parce que je pense qu'on aurait énormément de surprises sur ce point-là. Et du coup, je termine par une petite question concernant les NAP, puisque vous avez jeté la perche tout à l'heure. Vu que vous abordez le sujet, il est prévu du coup de faire payer les NAP dans les mois à venir, puisque apparemment ça a l'air de vous titiller un petit peu le bout de la langue. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? Ah oui, M. Baroni n'est pas là. M. Vega, vous répondez aux deux personnes, et je conclue. Hein? Oui, donc pour reprendre les propos de M. Sanchez concernant l'endettement de la ville, je tiendrai quand même à rappeler que la dette de la ville des Pen Mirabeau représente à peu près 400 € par habitant, sachant que la moyenne nationale s'élève à 900 €, et donc je ne parlerai pas de la ville de Marseille. Donc vous dire que la ville des Pen Mirabeau est très endettée, je crois qu'on ne fait pas les mêmes calculs. Ça, c'est pour l'endettement. Pour le budget de fonctionnement, oui, effectivement, il reste élevé et il est encore en hausse. Mais il est surtout dû à l'impact que nous avons eu des charges qui nous sont incompressibles, comme je vous l'ai expliqué dans la lecture que je vous ai faite de la synthèse du rapport, c'est-à-dire qu'il a été surtout impacté par les mesures nationales de revalorisation de certaines catégories des fonctionnaires et la hausse du taux de cotisation des retraites. On n'augmente pas. La hausse du budget de fonctionnement n'est pas due à des décisions qu'on a prises d'embauche supplémentaires. En ce qui concerne la hausse des impôts, ce qui a augmenté sur nos feuilles d'impôts, ce n'est pas la part de la commune, mais la part des bases fiscales de l'État. Pas la part de la commune. À savoir que depuis 2012, nous n'avons pas augmenté les impôts et nous l'avons fait avec extrême modération les années précédentes. Pour finir, en ce qui concerne le budget investissement, comme vous l'avez rappelé, M. Amaro, je dois quand même vous signaler que effectivement, on a peut-être un budget d'investissement un peu moins important que d'autres villes, mais qui dit dépenses d'investissement génère forcément des dépenses de fonctionnement.
Donc après, il va falloir aussi se poser la question comment on fait pour équilibrer nos budgets. Sachant que malgré tout, nous gardons une politique volontariste d'investissement, malgré les tensions actuelles. Du coup, j'entends tout à fait. Je comprends que le budget de fonctionnement augmente parce qu'on a un impact des charges incompressibles dues aux mesures nationales de revalorisation et à la hausse des cotisations à retraite. Et je comprends aussi qu'il y ait un équilibre à faire entre le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Sauf que ça, toutes les communes de France sont impactées. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit au-dessus de la moyenne nationale? Toutes les communes de France sont impactées par les charges incompressibles cette année qui augmentent. Toutes les communes de France sont impactées par le fait qu'il faut trouver un bon ratio entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, c'est ce que dépense la commune chaque année. Le budget d'investissement, c'est ce qu'on met en termes d'argent dans la revalorisation des routes, dans toutes ces choses-là, dans l'éclairage, dans la vie quotidienne des Pénois. Mais ça, toutes les communes ont à leur charge. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit au-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'on soit 2 points au-dessus, en dessous en termes d'investissement? Qu'est-ce qui fait qu'on soit 1 point au-dessus en termes de fonctionnement? Qu'est-ce qui fait qu'on est l'un des plus gros budgets de fonctionnement de France? Sachant qu'on a exactement les mêmes problématiques que toutes les communes, monsieur Vega. C'est là où je n'arrive pas à comprendre la réflexion. Bien, alors je vais reprendre ce qu'a dit M. Sanchel, M. Amaro, bien que M. Vega l'ait déjà fait. D'abord rectifier peut-être quelques erreurs. Nous n'avons pas 700 employés municipaux. Nous avons, il est vrai, je vais en parler, une grande masse salariale. Nous avons 450 équivalents temps plein. Et nous sommes très loin des 700, histoire de dire qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quel chiffre. Concernant la dette, j'ai les chiffres exacts, nous avons 400 € par habitant de dette, ce qui est relativement faible, puisque la moyenne d'une ville... Alors, vous savez que nous sommes charnières, 20 000 habitants, alors du coup on a pris les deux. Pour les villes de 10 à 20 000 habitants, c'est 964 €, et pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants, c'est 1127 €. Nous sommes parmi les communes les moins endettées dans ces strates de population. Effectivement, je ne vous compare même pas à des villes comme Marseille, qui sont des villes beaucoup plus importantes, qui ont des dettes beaucoup plus importantes, sauf que la dette de Marseille est carrément abyssale. Pour finir avec la question de la dette, je rappelle aussi que les Pennes Mirabeau font partie des villes qui n'ont pas de produits toxiques. C'est-à-dire que les emprunts que nous avons faits sont soit des emprunts à taux fixe, soit des emprunts à taux variable, mais jamais ce qu'on appelle des produits toxiques, c'est-à-dire des emprunts à taux variable qui sont indexés sur des choses extravagantes comme le franc suisse. Et on a vu que des villes sont en extrême difficulté sur ce sujet-là, et pas que des villes, certains hôpitaux, etc. Je tenais quand même à le dire. Je voudrais aussi dire que pour 2014, la commune n'a pas à autofinancer tous ses investissements et n'a pas recouru à l'emprunt. Voilà, ça c'est pour la question dette, c'est pour la question emprunt. Concernant le budget de fonctionnement, nous avons un budget de fonctionnement qui est important, grevé par une masse salariale qui est importante, c'est clair. Les raisons, on les a souvent données, je ne vais pas les aborder ce soir dans le débat d'orientation budgétaire parce que ce n'est pas le lieu, on va essayer de ne pas mélanger deux choses qui sont le débat d'orientation budgétaire qui, comme son nom l'indique, sont des grandes orientations, et le débat sur le budget que nous voterons d'ici quelques semaines. Bien évidemment, on réabordera cette question comme il est tout à fait logique de le faire, vous en nous attaquant et nous en nous défendant sur ce sujet. En matière d'orientation, on est clair, la situation est extrêmement difficile et elle va l'être de plus en plus. Elle va l'être de plus en plus parce que on demande aux collectivités territoriales, comme aux autres Français, de faire des efforts. 50 milliards d'économies et 15 milliards pour les collectivités territoriales. Donc effectivement, ces efforts sont importants, et le chiffre qu'il faut rappeler, il a été cité, mais j'aime bien le fixer, c'est 1 200 000 € d'efforts supplémentaires. Et malgré tout, nous n'augmentons pas les impôts. Nous n'augmentons pas les impôts parce que les Français ont subi des augmentations d'impôts importantes de tous bords, de tous les côtés ces dernières années, et j'ai estimé, avec mon équipe, nous avons estimé qu'il ne fallait pas en rajouter. C'est pour ça que cette année, nous n'augmenterons pas les impôts, comme nous n'avons pas augmenté les impôts ces 3 dernières années.
Et bien évidemment, là aussi, M. Sanchez, je m'excuse de vous reprendre sur des questions techniques, mais il faut quand même y répondre. Vous mélangez deux choses, qui sont les taux qui relèvent de la volonté municipale et les bases qui relèvent de calcul de l'État. Ça n'a rien à voir. Non, mais vous avez parlé, je vous réponds. Voilà. Sinon, ce que je vois, c'est ce que je paye. Voilà, oui, non, mais je ne vous dis pas le contraire. Et ça ne relève pas de la politique municipale. Les bases. Bon, mais voilà. Je vous ai donné les leviers qu'on avait pour agir. Je ne vous ai pas interrompu, j'aimerais bien terminer. Sur les questions d'investissement, M. Vega l'a évoqué, j'enfonce le clou. L'investissement, souvent, génère du fonctionnement. Alors, ça dépend dans quoi on investit, bien évidemment. Certains investissements impactent lourdement le budget de fonctionnement. Après, pour investir, il y a trois solutions. Vous avez l'autofinancement, c'est ce qui est dégagé, qui vient du budget de fonctionnement. Vous avez la dette, je crois que l'avoir largement développée, et vous avez les subventions des collectivités territoriales qui peuvent nous aider en la matière. Dans le cas présent, deux sources essentielles, et Dieu sait ce que nous nous en sommes jamais privés. La CPA, la communauté du Pays d'Aix, qui a fait des efforts particuliers ces 2 dernières années en anticipant ce qui nous pend au nez, qui maintenant est un acquis, la métropole marseillaise. La métropole marseillaise dont on connaît les dettes extrêmement importantes, puisque en arrondissant, si on fait le cumul des dettes de la communauté urbaine de Marseille et de la ville de Marseille, nous arrivons à 3 milliards d'euros. Voilà. Et le Conseil général qui nous a toujours soutenus dans le cadre d'aide aux communes ou de contrats départementaux. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu fustigé ces derniers temps le Conseil général en matière d'aide aux communes, mais je rappelle quand même que, alors là c'est dans notre pays, 70% des investissements relèvent des collectivités territoriales. Pour la commune, honnêtement, j'ai jamais l'impression que nous ayons, en matière d'investissement, donné dans le pharaonique, que ce soit la mairie, que ce soit les équipements dont nous avons besoin. Si vous regardez un petit peu, et je regrette que cela n'ait pas été abordé dans les débats d'orientation budgétaire, parce que c'est ça le débat, ce que nous avons prévu, c'est de continuer la rénovation de nos écoles, qui ont un niveau tout à fait convenable. Nous avons fait par exemple la cantine de la Voilerie, nous avons fait la cantine de Castellhélène, là nous faisons celle des Amandiers. La réfection de la piscine des Charmes, il en a été question tout à l'heure. La maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'église Saint-Blaise, qui en a grand besoin, et bien évidemment c'est une église de 1905 qui appartient à la commune. Et puis dans le cadre de ce que nous avons annoncé, dans le cadre du programme Plaine sportive et le pôle football. En matière d'éclairage public, nous avons un marché à performance énergétique qui chaque année investit plusieurs centaines de milliers d'euros de façon à refaire la totalité d'éclairage public. Je vous rappelle que nous avons quelque chose comme 4200 points lumineux et qu'effectivement cet éclairage public en avait grand besoin. Donc effectivement, nos investissements ne se valent pas pharaoniques. On n'investit pas pour investir, pour en mettre plein la vue, mais pour essayer d'avoir des équipements qui sont convenables, que ce soit en matière sportive, en matière culturelle ou en matière de voirie et d'éclairage public. Alors, concernant les questions liées à l'État et à l'Union européenne, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous impose des contraintes et je peux comprendre, M. Sanchez, que vous nous attaquiez là-dessus, vous qui suggérez de sortir de l'Union européenne. Moi, vous savez, depuis des années que je suis quand même dans le combat politique, je n'ai jamais diabolisé le Front National. Jamais. Moi, là où je vous attaque aujourd'hui, c'est sur votre programme économique, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à celui de l'extrême gauche, telle qu'elle est portée aujourd'hui par la Grèce. Ne pas rembourser la dette, mon Dieu, c'est quand même quelque chose qui peut paraître inconvenant. Ça, c'est faux. Soyez gentil de ne pas m'interrompre. Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Vous avez dit un certain nombre d'inexactitudes. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous les ai laissé dire. Et ce n'est pas l'envie qui m'en démangeait. Vous souhaitez sortir de l'Europe. Vous souhaitez sortir de la zone euro. Moi, je suis désolé.
votre politique économique telle que vous la préconisez est dangereuse pour la France. C'est là-dessus que je vous attaque. C'est pas sur des fantasmes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. Jamais de la vie. De toute façon, vous préconisez une politique économique qui est dangereuse. Sauf que, quand on regarde vos documents de campagne, on ne voit que des questions liées au terrorisme et à la xénophobie. Dites une bonne fois pour toutes, puisque vous êtes en campagne, M. Fusone sur les peines et vous-même à Vitrolles, ce que vous préconisez en matière économique. L'UMP, au moins, a le mérite d'attaquer sur des questions d'ordre économique en se voulant plus libéral que la gauche. C'est clair, c'est simple, tout dépend où on place le curseur. Mais vous, votre politique est dangereuse pour la France, dangereuse pour nos régions, dangereuse pour nos villes. Et puis on verra bien, oui, non mais vous souriez, mais on verra bien lorsque vous aurez pris le pouvoir, si vous arrivez à le prendre, en certains lieux. Voilà ce que je voulais dire concernant ce débat d'orientation budgétaire. Nous vous avons... Je suis désolé, mais là j'ai clôturé. J'ai posé une question à laquelle vous m'avez pas répondu. Je comprends que ce soit... Allez-y. Ah non, pardon. Mais bon, vous êtes candidat, vous parlez de conseil général, on parle de tout à campagne, fait. mais moi je ramène les sujets au Pen Mirabeau, puisque c'est ce qui concerne Mais il n'y la a que ça qui m'intéresse. sauf peut-être la campagne. J'ai posé une question concernant les NAP à laquelle vous n'avez pas répondu. Ah oui, mais je vais vous répondre tout. Tiens, au fait, vous qui n'êtes pas en campagne, parce que, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas candidat, comment ça se fait qu'on voit vos affiches avec Madame Battini? Mais je vous demande même pas de répondre. Ah mais si, je vais vous répondre tout simplement. Vous voyez bien que c'est écrit... C'est dommage que vous n'ayez pas le courage, avec les belles idées que vous véhiculez, d'être vous-même candidat. C'est dommage. Vous voyez, vous me donnez une belle tribune d'expliquer que effectivement, ce sont des affiches sur lesquelles sont écrits des conseillers municipaux à votre écoute, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes conseillers municipaux. Donc jusque-là, vous ne soyez pas candidat. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est conseillers municipaux? Oui ou non? Est-ce que vous êtes conseiller municipal? Oui. Oui, bon. Je ne me porte pas candidat parce que aujourd'hui, des raisons familiales font que je ne puisse pas me présenter candidat. Et contrairement à certains conseillers municipaux qui ne vont pas dans les commissions municipales, qui préfèrent, comme Roxane, qu'à la fin se présenter au conseil général, alors qu'on n'a même pas le temps de venir aux commissions municipales, moi je préfère choisir les choses que je fais. Effectivement, je préfère choisir le travail municipal, étant donné que personnellement, je n'ai pas encore le temps, mais ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes jeune. Je vous ferai cette joie dans quelques années. Ça arrivera, mais je prendrai le temps de le faire au bon moment pour pas essayer de faire plusieurs choses en même temps et au final ne rien faire, puisque quand on fait trop de choses, au final, on ne fait rien. Donc j'attends votre réponse concernant les NAP. Elle est extrêmement simple. Il n'est pas d'actualité de rendre payant les nouvelles activités périscolaires. Voilà. C'est clair? Pour 2014-2015 ou 2015-2016? Quelle année scolaire nous sommes? 2015-2016, puisque jusqu'à 2015, c'est année. Voilà. C'est clair. Ouais, ok. Je vous ai répondu. Le débat d'orientation budgétaire est un débat qui n'ouvre pas à vote, donc le conseil municipal est clos. Il y a par contre des questions écrites de la part de l'UMP.